Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti. Bon bah voilà, j'ai lancé. C'est lui mon coiffeur. Attends, et on trague. Pardon, excuse-moi. Santé. Merci Bali pour cet apéro. Bah, merci à toi d'être venu. Alors, bonjour à toutes celles qui nous écoutent, je suis trop contente. Interview en face à face, je sais pas, ouais, je te disais, tu dois être la 4e ou 5e. On est à Bali, posé sur ma petite terrasse, donc je préviens d'avance, il risque d'y avoir du bruit, il risque d'y avoir des gens qui circulent. On risque de dire des, je sais pas, salamat salam, c'est le soir, je sais plus c'est quoi le soir. Salamat malam. Malam, voilà, j'ai encore perdu le truc. On prend l'apéro. Donc il y aura des bruits de crackers, de tomates cerises, de feta cheese et d'olives et aussi de jambon de Bayonne parce qu'elle m'a emmenée dans le magasin expat où j'ai pu me lâcher. Et pour celles qui me suivent, vous savez que je suis à Bali, certainement. On est le 22 octobre, je crois. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie qui m'a contactée sur Instagram. Je sais même plus comment on a fait pour se parler. Je sais pas comment tu as su que j'étais là. J'ai vu tes stories à Bali, je pense. Ok, ouais, mais comment t'es tombée sur le compte ? Parce que j'ai déjà écouté ton podcast. Ah. Et je crois que c'est comme ça que je t'ai suivi sur Insta, parce que je regarde plus souvent Instagram que Spotify ou autre. Et du coup, j'ai vu que tu étais à Bali. Ok. Je me suis dit, bah pourquoi pas. Trop cool. Et comme la vie est trop bien faite, tu es à 5 minutes de là où j'habite. Donc, À pied. À pied. Non mais ça c'est fou parce que Bali c'est quand même... Enfin moi je m'attendais pas à ce que Bali ce soit une île aussi grande, je t'avoue. Et en plus d'être quand même grande, pour aller d'un point A à un point B, ça peut prendre parfois pas mal de temps. Donc là, de me dire t'es à 5 minutes de chez moi, je me dis mais c'est quand même fou. Donc on était faites pour se rencontrer. C'est clair. Elle est belge, je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai pas encore assez parlé pour ça. Moi j'adore les Belges, donc je suis trop contente parce que comme je te disais, t'es la 4e Belge qui passe dans le podcast et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent depuis la Belgique. Donc big up à tous les Belges qui nous écoutent. Vive la Belgique. Ouais, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur Spotify si vous écoutez de la Belgique. Je sais pas si Spotify c'est très développé, mais Si. quand même. La Belgique En France, quand même. Hein. Je sais pas, mais la France, ils ont encore du mal avec Spotify d'ailleurs. Arrêtez avec les autres plateformes de podcast. Mais oui, donc du coup, on va raconter... Enfin, déjà, merci d'avoir accepté de mettre les micros. Parce que là, ça fait quoi, une petite demi-heure, 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Et du coup, je vais poser aucune question, je ne sais rien d'elle. Elle sait Voilà. tout de moi. Comme d'habitude avec mes invités. Mais du coup, j'ai trop hâte d'en apprendre sur toi. Donc, est-ce qu'on peut faire petit retour en arrière ? Ah non, Ouais. attends, il y a une question signature du podcast, j'ai failli oublier. Tu vois, ça me perturbe d'être en face à face et de ne pas avoir mes petites notes. Mais j'ai quand même une question signature. Alors, je ne sais pas combien d'expatriations tu as fait, dans combien de pays tu as vécu. Non, c'est 2e pays, on va dire. 2e pays. Ouais. Dans ta vie à l'étranger, est-ce qu'il y a quelque chose culturellement qui t'a surprise ? Et comment tu as fait justement pour pouvoir t'adapter à ça ? Réfléchis, tu as le temps de réfléchir. Je couperai le blanc au montage. Ouais, Tu peux manger le positivement ou crack. négativement. Peu importe. Bah, moi, je pense que c'est l'accueil des gens. Les gens sont plus accueillants que ce qu'on peut croire. Qu'on peut Les le croire. gens qui n'ont pas l'habitude de s'expatrier ou de voyager auront tendance à avoir peur d'aller dans un nouveau pays, une nouvelle région, peu importe. Mais en fait, les gens sont là et t'accompagnent. Mhm. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose de positif, c'est bien. Ouais. C'est vrai qu'on a toujours tendance à appréhender beaucoup les choses et n'hésite pas à manger ta cracker, t'inquiète. Les gens ne nous en voudront pas. Faites la même chose si vous voulez. Hein. N'hésitez pas à vous servir un petit verre ou un petit thé. Qu'est-ce qui a fait ? Alors, on va faire tout un retour en arrière. D'où tu viens en Belgique ? Dans quel contexte familial t'as grandi ? Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, je me casse de là ? Alors, bah, du coup, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en Belgique, mais ma mère était polonaise. Du coup, je suis déjà un peu mixte de base. Et c'était où en Belgique ? Je suis de Nivelles, donc une petite ville pas si loin de Bruxelles. Rien Ok. n'est jamais loin en Belgique après tout. Mais petite vie assez classique. Et donc quand on parlait d'expatriation, j'ai vécu un moment en Pologne. Ok. Mais j'étais encore une enfant. Et, T'as des souvenirs ? Oui, et je pense que j'ai toujours été un peu intérieurement semi-polonaise, vraiment, même si Ok. j'ai peu vécu là-bas. Parce que j'allais souvent chez mes grands-parents qui étaient polonais, parce que j'adorerais aller en vacances en Pologne. Après, je ne vivais plus là, mais j'y allais quand même régulièrement. Trop bien. Et donc, j'ai un peu grandi entre les deux pays. Et puis, ton papa était purement belge. Pur belge. Après, je suis restée en Belgique, vie classique. École, études, j'ai une sœur. Enfin, voilà, personne n'est grand voyageur. Mon père, surtout pas, d'ailleurs. Mes grands-parents, ceci dit, adoraient voyager et m'ont donné ce goût de C'est l'aventure vrai et du voyage. Ouais.
Parce que du coup, leur immigration, on va dire le mot propre, immigration, si je dis expatrié, je vais me faire lyncher. J'imagine elle a été peut-être un peu forcée en Belgique. Un peu forcé, un peu choisi et un peu forcé. C'était l'époque du communisme, du coup, évidemment, tout était bon pour pouvoir sortir du pays. Et il a vécu notamment en France, je crois, à l'époque. Et puis, il s'est retrouvé en Belgique, a monté son bureau d'architecture et il travaillait avec la Pologne, donc il allait dans les deux. Ma mère a bossé en Pologne par la suite et c'est comme ça que j'ai vécu en Pologne avec ma mère par après. Mais je suis née en Belgique, vraie Belge, et voilà. Et du coup, j'ai fait mes études en Belgique, j'ai commencé à bosser. T'as fait quoi comme études? J'ai fait compta et sciences de gestion. Le choix de la facilité. Oui, parce que j'allais dire en plus, mais ce choix, tu savais que ça allait pas te prédestiner à partir à l'étranger? Ah non, j'avais pas du tout forcément une optique de vivre à l'étranger. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis dit, bon, l'économie c'est bien, tu peux toujours te faufiler un peu dans n'importe quel domaine. J'avais les langues, l'économie, les langues, j'ai commencé l'UNIF en langue, j'étais là, non, laisse tomber, c'est vraiment trop classique. Et après, j'ai commencé à bosser et j'étais pas très satisfaite de cette vie un peu routinière et grise. Et grise et pluvieuse voilà. De notre belle région. Et donc, premier job, j'ai tenu 6 mois, j'ai dit c'est bon, je m'en vais. Je suis partie 6 mois en Afrique faire de volontariat, cours d'anglais. Bon, c'était pas terrible, mais c'était le premier grand voyage. Au moins, je me sentais encadrée, en sécurité. Et donc, c'était génial, incroyable. Mais en plus, pour avoir tendu mon micro à plusieurs femmes qui sont parties en Afrique, pour une première expatriation, ça peut quand même être assez culture choc. T'es partie où en Afrique? Du coup, je suis partie en Afrique du Sud, Zanzibar, Zambie, voilà. Ok. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui t'a C'est le marqué? hasard, l'impulsion. J'ai regardé avec le web, je sais pas si tu connais, c'est un truc un peu comme EF et tu peux partir faire une année à l'étranger, donc tu es quand même hyper encadré. Ok, t'es encadré, ouais. Et donc je me suis dit, ok, c'est le compromis que je suis prête à faire en n'ayant jamais voyagé seule, loin ni longtemps. Trop bien. Et tout d'un coup, j'ai booké ce truc et après je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Donc après, j'ai démissionné parce que j'ai booké avant de démissionner. J'ai dit, ah bah non, période d'essai, on va pas continuer. Et quelques semaines, 2 mois plus tard, je crois, j'étais partie, quoi. Waouh! Donc voilà, c'était incroyable. Tu te souviens de la réaction de tes parents à ce moment-là, quand tu leur as annoncé? Disons que ma relation familiale n'est pas au beau fixe, mais bon, mes potes étaient super surpris et en même temps, ça les étonnait pas tellement. Ils savaient bien que j'aimais voyager et que ça me correspondait bien de faire ce genre de choses, un peu curieuse. Et voilà, me voilà partie. Et donc là, t'es partie, t'as quel âge? J'ai fini mes études, je devais avoir 25 ans là. Oui, parce que je t'ai pas demandé t'as quel âge aujourd'hui. J'ai 38 ans. 38 ans. En fait, je le savais, mais on fait comme si je ne savais pas. Mais je savais ça. Il y a quelques petits trucs quand même que je sais. Donc, tu as 38 ans. Donc, depuis, il s'est passé des choses. Voilà. Donc, l'Afrique, est-ce que tu as eu un coup de cœur et tu as eu envie d'y rester ou... J'ai trouvé ça incroyable. Une part de moi aurait adoré y vivre, mais une autre part, moi, je pense qu'en tant que femme, il faut avoir envie en Afrique, solo. Je sais pas comme si j'étais en couple à l'époque, je suis partie toute seule et tout. Et je pense qu'à court terme, la vie peut être géniale, ou alors tu vis ta vie d'expat assez confortable et tout, mais du coup, c'est pas ce que moi je recherche. Mais sinon, je pense que c'est difficile de se faire une vraie place dans la société. En tout cas, ça me semblait comme ça. Il y en a qui arrivent très bien et c'est génial et je trouve ça admirable, mais moi, je crois que c'est quand même un combat assez fort de réussir à se faire une place, de se sentir en sécurité, se faire des amis de confiance. Il y a quand même, c'est pas toujours facile. Je sais pas si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, la situation n'est pas si simple. Le racisme est quand même très présent et tout. Donc c'est ça. D'ailleurs, ça me fait un peu sourire parce que justement, j'ai pas fait beaucoup de face à face et je te disais, tu dois être la 2e personne que j'interviewe et avec qui je fais un apéro. Et justement, l'autre personne, c'est Lorraine que j'ai interrogée, on s'est retrouvés à Montréal, mais elle a vécu 7 ans en Afrique du Sud. Ok. Et justement, c'est la raison qu'elle a fui, j'exagère en utilisant ce mot-là, mais qu'elle est partie pour aller vers le Canada, c'était justement ce sentiment d'insécurité. Et j'ai une très bonne copine à moi, Manon, d'ailleurs, coucou si elle m'écoute, qui justement m'a raconté des choses et j'étais en mode, mais pourquoi tu es là-bas en fait? Enfin, moi, je pourrais pas vivre comme ça en fait. Oui, et en même temps, il y a toute une partie qui est totalement incroyable, des gens qui sont super intéressants, la beauté du pays. Et ouais,
Voilà, mais je pense qu'en tant que femme, c'est déjà plus difficile. En tant que blonde, c'est pas toujours facile. Et je comprends. Hein. Oui. Oui. Mais voilà. Du coup, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête en me disant peut-être que si je trouve quelque chose d'incroyable, un projet qui me fait vibrer à mort, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le pays qu'il me faut, quoi. Et donc, j'ai repris ma vie là où elle s'était arrêtée. J'ai recherché un boulot. J'ai failli décrocher un espèce de stage via le pôle emploi belge en Chine. Et donc, j'étais prise et tout, j'ai été sélectionnée, j'étais prête à partir. Paf, on m'accepte pour un boulot, CDI et tout. Je me dis, le fameux Graal. Il faudrait que j'accepte. J'ai accepté. Un petit regret, mais j'ai accepté. Donc là, si aujourd'hui, je remets face à cette décision que tu as dû prendre entre ton CDI en Belgique et le stage en Chine, oui et non. Le stage en Chine, ça m'aurait tracé une autre vie, mais en même temps, celle que j'ai vécue est cool quand même. Hein, voilà. Non, mais en fait, je te pose la question parce que je trouve que c'est bien de dire ça, de se dire qu'on a eu des choix, mais les choix que j'ai faits à l'époque m'ont mené là où je suis aujourd'hui et je suis heureuse. Donc c'est ça qui est important, je pense, de ne pas regarder sur... Exactement. Oui, donc ce petit CDI, je l'ai tenu pendant 3 ans. Je me suis dit, j'achète une maison, vu que je ne suis pas très famille, je me crée un pied-à-terre, une safe place que je pouvais avoir. J'ai eu le Graal, j'ai eu le crédit, j'ai eu la maison. Je suis partie. Au bout de 3 ans quand même. Ah bah oui, parce qu'il me fallait, je pense que c'était bien de faire 3 ans. Enfin, je me suis dit c'était avant que tu puisses mettre en location. Ou alors pour acheter, c'était bien. Je ne sais plus pour quelle raison, mais il me fallait les 3 ans. Dans ma tête, en tout cas, c'était comme ça, c'est sûr. Parce que moi, je pense que j'ai le syndrome des 3 ans. Je ne sais pas si tu m'en as déjà entendu parler dans d'autres épisodes, mais j'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, c'est là où il faut que les choses, elles changent pour moi. Donc je l'appelle le syndrome des 3 ans, c'est moi qui ai créé ce truc dans ma tête. Et je me dis, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'ai l'impression qu'on commence un peu à avoir cette routine qui est vraiment trop omniprésente. C'est vrai aussi. Et du coup, j'ai besoin de bouger au bout de 3 ans. C'est un peu comme l'amour, quoi, l'amour de 3 ans. C'est vrai. C'est ce qu'on dit, paraît-il. J'ai jamais vécu une relation de 3 ans, donc je ne pourrais pas dire. Mais je veux bien te croire. Non, moi je pense pas ça. Mais bon, voilà. Et du coup, là, j'ai démissionné et je me suis dit, c'est bon, je pars faire un backpack en Asie. C'est le classique, c'est pas ce qui m'excite le plus, mais c'est ce qui est facile et safe. Et je ne suis jamais vraiment allée explorer l'Asie, donc why not? J'étais déjà allée en Cambodge en vacances et c'était sympa, donc pourquoi pas explorer un peu plus. Mais quand tu partais en vacances, tu partais pas en backpack? Semi-backpack, mais gentiment, quoi. Ouais. Et puis max 3 semaines, donc pour moi, t'as pas vraiment le temps... Moi, j'adore le choc culturel. Donc, évidemment, en 3 semaines, tu choisis un peu ton camp, quoi. Soit tu visites les lieux dits, soit tu t'intéresses à la culture vaguement, mais voilà. Bon. Et du coup, j'ai pris un billet aller pour le Myanmar et puis advienne que pourra. Oui. Et donc, je suis partie pendant 8 mois. J'ai fait le truc classique de beaucoup de gens qui vont en Asie, plein de pays. C'était génial, j'ai rencontré plein de gens, on fait tous un peu la même route. Tu vas après faire du scooter au Laos. Voilà. Ça aussi, je sais. J'ai fait une loupe en scooter dans les montagnes du Vietnam, incroyable. Je me suis dit, ouais, mais cette vie-là, elle est géniale. On rencontre tellement de gens, tellement de cultures. Et puis, il y a les locaux, mais il y a aussi les voyageurs que tu rencontres, ils viennent de partout, tu les vois en backpack, en short, sandales, tu sais pas qui ils sont. Enfin, alors que chez nous, on a notre image, nos préjugés. Ah bah lui, il est BCBG, il doit travailler en banque, j'en sais rien. Mais... C'est ça. Et donc c'est hyper riche de rencontrer des gens de tous les horizons et tout, j'ai adoré. Et je suis rentrée. Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne refais pas la même erreur. Et ta maison, t'en avais fait quoi à ce moment-là? Ma maison, je l'avais laissée telle quelle. Je me suis dit, bon, je reviendrai de toute façon. Voilà, je vais la louer pour quelques mois. À la base, je partais 6 mois. Voilà, hein, c'est un coup comme un autre. J'ai des gens qui vont venir checker. Ça va le faire, quoi. D'accord. Oui, donc tu as ton petit concombre pour rentrer chez toi, ça c'est cool. C'est ça, c'était trop bien. Et je suis rentrée, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un truc pour partir, parce qu'en fait, quand je vois ma vie ici et ailleurs, il y a 2 Sophie, quoi. Et donc, j'ai fait une formation pour devenir prof d'anglais, un CELTA, je ne sais pas si ça te parle, mais bref, un truc assez reconnu, vu que je ne suis pas anglophone, en me disant, bah, comme ça, je peux bosser à l'étranger. Et je pensais aller au Vietnam travailler 1 an, voyager 1 an, et voilà, comme ça. Et puis, je suis venue d'abord en Indonésie, où j'étais allée. Parce que j'avais kiffé, je me suis dit, je fais 6 mois de stage et après j'irai au Vietnam parce que je ne peux pas bosser en tant que prof d'anglais en Indonésie légalement, les visas et tout ça, c'est pas possible. Alors attends, l'Indonésie c'est grand, 17 000 îles, je crois. Oui, Indonésie, ben, je me suis retournée à Java finalement, à Banyuwangi.
dans une petite ville là où il y a le mont Ijen que tu as fait, je pense. Oui, j'ai fait la semaine dernière. Voilà, et je suis restée 6 mois là-bas à donner cours d'anglais dans une petite école locale à des enfants, des ados. Alors en fait, cette ville, c'est quand même assez proche de Bali, parce que tu es proche du ferry. Le ferry, je crois que ça prend à peu près 1 heure, et tu arrives au nord-ouest de Bali. Je le sais parce que je l'ai fait. Donc en fait, c'est trop bien en plus, parce que du coup, tu en parles, et moi, ça... Mais j'en parle pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mais du coup, moi, ce qui m'a surprise quand je suis arrivée à Java Est, c'est... je venais de Bali, qui est très culture hindouiste, et tu arrives à Java qui est très musulman. C'est ça. J'avais l'impression d'être dans 2 pays différents en fait. Exactement. Le contraste est incroyable. C'est ça. Donc, mais du coup, toi, est-ce que tu allais faire des petits allers-retours à Bali ou c'est vraiment Java qui t'a Très peu. Pendant mon premier voyage, je suis restée plus d'1 mois à Java et puis je suis allée à Bali 10 jours. J'ai vraiment pas adoré Bali. Ça n'avait pas été le coup de cœur. Je trouvais ça très joli certes, mais très touristique. Et moi qui cherche le choc culturel, du coup, en tant que touriste, je l'avais un peu moins. Et je trouve que les Javanais sont tellement gentils, accueillants, souriants, doux. Voilà. Donc, là, justement, c'est drôle parce que sur le bateau où j'ai bossé, là, le premier contrat, la personne avec qui je suis le plus en contact et avec qui je parle le plus, mais genre quasiment quotidiennement, il est de cette ville que j'arriverai pas à prononcer. Voilà, de cette ville. Et j'arrête pas de lui dire, j'ai trop envie de venir te rendre visite parce que là, il va rentrer le 9 novembre. Il est marié avec une femme et il n'y a aucune ambiguïté entre nous. C'est vraiment juste de l'amitié pure et dure. Mais c'est tellement inaccessible. Je regarde les billets d'avion, c'est super cher. Pouvoir y aller en scooter, ça va me prendre des jours et puis je vais avoir peur. Mais du coup, je suis dingue. J'aimerais bien y aller, mais bon, tant pis. Mais c'est vrai que c'est une petite ville vraiment authentique. Voilà. Moi, j'aime bien. Et j'avais l'immersion que je voulais, le choc culturel que j'avais. Personne parle anglais ou à peine, donc c'est pas si simple. Mais du coup, là, tu avais trouvé une école, c'est ça? Oui, par hasard, parce que pendant mon premier trip, j'ai logé dans un homestay. La nana connaît un prof d'anglais qui bosse dans une école qui, m'a rencardée. Voilà. Même en Indonésie. Exactement. Donc, je me suis retrouvée là, mais ce n'était pas aussi intense que ce que j'aurais imaginé. Donc, voilà, en même temps, c'est bien. J'ai pu me recentrer sur moi-même, réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, tout ça, tout ça. Mais oui, parce que d'ailleurs, j'ai envie de rebondir sur un petit commentaire que tu as fait tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a 2 Sophie. Il y a Sophie belge et Sophie à l'étranger. Oui. Comment tu dirais qu'est-ce qui vraiment la plus grosse différence entre les 2 Sophie? Je crois la liberté. Ouais. Je me sens beaucoup plus libre à l'étranger, alors qu'en Belgique, j'ai l'impression qu'il faut suivre un certain chemin. Même si c'est pas vrai, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et donc, un peu la routine, maison, enfant... boulot, CDI, tout ça, tout ce que je voulais pas, tout ce que j'ai fini par avoir, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ouais. Parce que moi je fais souvent ce commentaire-là aussi. Enfin, moi je disais souvent, il y a même la Kelly anglophone et la Kelly francophone. Oui. Parce que même dans ma façon de parler, je trouve que je suis une différente personne. Mais ce que j'ai compris, réalisé il y a quelques jours, qui est un peu une claque dans la gueule, je te le dis franchement, c'est je comprenais jamais pourquoi j'étais en amour envers les États-Unis. Parce que j'ai vécu dans plusieurs pays, mais vraiment, j'ai l'impression de vouloir toujours revenir vers les États-Unis. Et en fait, je viens de comprendre que mon estime de moi-même, elle est tellement basse que quand je vais aux États-Unis et qu'on me dit « I love you » toutes les 5 minutes et que, tu vois, il y a souvent des compliments, ta robe est jolie, ouais, t'as trop bien, t'as fait du bon boulot, etc., etc. Et en fait, je me dis, c'est ça en fait que je kiffe là-haut et je pense que c'est pour ça que je me sens bien et je me sens une autre version de moi-même. Parce qu'en fait, je prends tous les compliments que j'aime recevoir et ça me fait me sentir mieux en fait dans ma peau. Oui, c'est vrai. Moi, il y a peut-être plutôt un truc genre ici, personne ne me connaît, j'ai le droit d'être qui je veux. Ouais, ça aussi, c'est trop bien. Et il y a, je pense que ça existe, je ne sais pas comment on appelle ça, mais quand tu parles une langue étrangère, tu es une autre personne parce que tu es immergé par cette culture de la langue et du coup, ça te transforme aussi un peu. Donc je pense qu'il y a de ça. Et ici, comme c'est la débrouille, personne ne te connaît, tu connais personne, tu dois y aller et en fait, ça forge une espèce de nouvelle personnalité. Mais oui, trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à... Je ne dirai pas le nom. Banyuwangi. Attends, parce que là, je crois que je vais devoir aller rechercher du vin pour la suite parce que je sais ce qui nous attend. Moi, je sais ce qui nous attend. Je vais te laisser manger quelques craquettes aussi parce que je vois que tu te retiens là. Le jambon de Bayonne. Je parle. C'est normal, c'est toi l'invité. Tu as essayé de... Il faut que tu essayes ça parce que c'est trop bon. Donc, du coup... Banyuwangi. Je ne peux pas le dire. Que se passe-t-il? Je fais mon volontariat, je ne parle pas indo,
Et donc, je me dis, il faut que je me trouve des connaissances, des copains. Parce que bon, Ça fait combien de temps que tu es là à ce moment-là? 6 mois. Disons qu'après 2 mois, je me dis c'est sympa, la petite famille d'accueil c'est mignon, ils sont très gentils, mais bon, j'aimerais un peu plus de vie sociale et des gens un peu plus jeunes parce qu'ils doivent s'occuper de leur homestay et tout, donc voilà. Et je cherche des gens, bon c'est pas si simple, hein, Banyuwangi c'est pas la ville la plus connue d'Indonésie. Et je me dis, mais sur Couchsurfing, comme ils reçoivent des gens chez eux, du coup il y en a bien 1 ou 2 qui doivent parler anglais, pardon. Et c'est là que Dwi entre en jeu. Il me propose de passer chez lui parce que lui, il est hôte coach surfing. C'est quoi son prénom? Pardon. Dwi. Dwi. Ouais. Oui. Je l'appelle Oui. Oui. J'adore. Et il me propose de le rencontrer parce qu'en plus, il a des guests belges ou français, je sais plus, mais francophones. Et donc, c'est l'occasion, voilà. Bon, à chaque fois, nos agendas sont croisés jusqu'au moment où on s'est rencontrés. On s'est bien entendu, et même plus que bien, puisqu'on a fini par se marier. Oui, mais du coup, parce que moi, là, les histoires d'amour, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, quand vous avez commencé à faire connaissance, on va dire ça comme ça. C'était quoi sa situation à lui? Il était marié, célibataire? Il était encore étudiant. Il était encore étudiant, parfait. Étudiant célibataire, enfin je crois, en théorie, qui faisait encore son master en droit à Bali, et donc il faisait des allers-retours entre Banyuwangi et Bali, comme tu le disais, c'est pas très loin, et il vivait chez ses parents. Donc lui, il était de East Java? Oui. D'accord. Mais il est moitié balinais. Mais bon, voilà. Donc il est moitié balinais, moitié musulman? Ouais, okay. Mais il est hindou. Hindou tout court, mais né et grandi à Java chez les musulmans. Okay. Sa famille est assez ouverte, donc chacun a pu choisir sa religion. Ses parents sont hindous, lui est hindou, mais son frère et sa sœur sont musulmans. D'accord. Voilà, super. Assez original, oui. assez ouvert d'esprit. C'est ça cool. La beauté de l'Indonésie en fait, je trouve. Exactement. Parce que tu as toutes ces cultures justement et religions qui se mélangent et tout le monde vit ensemble et se respecte. Et ça marche. Est-ce que la première fois que tu l'as rencontré, est-ce que ça a été un coup de foudre pour toi ou est-ce que ça s'est construit au fil du temps? Ça n'a pas du tout été un coup de foudre. Après, il était très sympa, on s'est bien entendu, c'était chouette, mais moi déjà à la base, je voulais pas du tout sortir avec des Indonésiens, c'était pas du tout mon trip. Je voulais pas me marier non plus d'ailleurs. Et tu voulais ni pas avoir d'enfant. Mais voilà. Avec les cons qui changent pas la vie, comme on dit en France. Et donc voilà, après on s'est vu assez souvent sur un laps de temps restreint et petit à petit on s'est rapprochés. Et... Mais c'est lui qui, est-ce que tu sentais le rapprochement, est-ce que tu sentais une attirance ou est-ce que c'est lui qui a commencé à faire comprendre que tu lui plaisais bien? Un peu des deux. Ouais. Tu le voyais bien, mais lui, il est quand même assez réservé et timide, donc c'était mignon, tu vois, et donc moi, j'en jouais un peu. C'est ça que j'essaye de creuser avec toi, en fait, parce que du coup, comme là, on parle d'une autre culture, nous, on sait ce qu'ils attendent, on sait un peu la France-Belgique, les hommes, ils sont quand même un peu, pas rentre dedans, mais plus rentre dedans, on s'attend à que ce soit eux, comme société patriarcale, on s'attend à ce que ce soit eux qui se bougent le cul et qui viennent quand même... Après, les Indonésiens, t'as quand même plusieurs styles, quoi. T'as ceux qui vont être très rentre-dedans et qui vont te dire clairement allez, viens, on va coucher. Bien, et viens, on va coucher. Voilà, exactement. Et puis, t'as d'autres gens plus réservés. Et lui, il est plutôt dans cette catégorie-là. Malgré tout, la culture musulmane, t'es plus réservé. Tu vas moins montrer tes sentiments. Il y a un peu... Clairement, ouais. Voilà, c'est important. Et donc, il disait pas grand-chose, mais en même temps, il voulait qu'on se voit souvent, tout ça. Donc, bon, Et c'est moi qui ai un peu déclenché le bazar. Parle-nous du premier bisou. Tu t'en souviens? Oui, c'est moi qui lui ai dit, allez, viens ce soir, rendez-vous à minuit à tel endroit. Et on s'est vu et je me suis dit, allez, Inch'Allah, advienne que pourra. Trop bien. Et donc après, on se fréquentait comme ça, mais moi, j'avais aucune réelle intention. D'ailleurs, j'ai été très claire, j'ai dit, écoute, je sais pas, mais là... Ouais, moi, c'est juste... Moi, après, je pars au Vietnam, quoi. J'avais toujours ça en tête, donc... Et un jour, sur Facebook, je vois une annonce « Cherche d'urgence francophone pour travailler à Bali dans un club de plongée ». Tu te dis « Oh, quand même, hello !» Hey. Intéressant, je me renseigne. Et là, tout d'un coup, je me suis retrouvée entretien, engagée. Voilà, je bosse dans un club de plongée à Bali. Attends, parce que la plongée, à quel moment tu as commencé à faire de la plongée? Ah non, j'en faisais pas. Ils cherchaient juste un francophone pour faire de la vente dans un club de plongée. Et ils ont voulu me rencontrer. Ils étaient convaincus. Ils m'ont proposé un job. Je me suis dit, allez. Mais où à Bali? À Bali, à Sanur. À Sanur, c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui? Non. Okay. Le Covid est arrivé. Mais tu l'as montré du doigt, c'était ça ce soir? C'était ça. Okay.
Et donc, Parce qu'on a été faire un petit tour en scooter quand elle m'a emmenée au magasin. le magasin d'expat. Voilà, pour acheter de l'apéro et des serviettes hygiéniques et des tampons qui coûtent ultra cher, donc j'en ai pas acheté. Et du jambon cru quand même. Oui, mais il est Ça, fantastique c'est la ce classe. jambon de Bayonne. Je dois l'avouer qu'il est fantastique. Même si je mange très bien à Bali, vraiment, j'ai pas envie de me plaindre. Oui, mais bon, les plaisirs de chez nous restent... Oui, voilà, ça reste là, ça reste ancré. Mais donc du coup à Sanur, parce que donc là, Sanur, on part dans le sud-est de Bali. Bali, à 6 heures de route de Banyuwangi. Voilà. Et donc, je me retrouve à travailler là une semaine plus tard, alors que j'avais pas du tout prévu ça. Donc, je refais mon sac à dos. Donc là, tu dis, ah oui, écoute, t'es gentil, mais je me casse. Oui, mais lui, il étudiait à Bali. Donc, ce n'était pas vraiment un problème. On se revoit à Bali. Mais il étudiait où à Bali? À Bali, pas très loin d'ici, dans Denpasar. Du coup, Denpasar. c'est pas très loin. Et on s'est revus, voilà, j'ai trouvé un logement, il venait souvent. Et puis, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que cette relation a commencé de manière très directe. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je devais chercher un logement plus permanent. Et j'étais, ah ouais, mais bon, si on vit soit je vis toute seule, soit tu viens tout le temps. Mais si tu viens tout le temps, moi, je cherche pas la même chose en vivant avec toi qu'en ne vivant pas avec toi. C'est clair. Et donc, lui était un peu surpris, mais en même temps, moi, j'étais tout à fait naturelle en disant ça. Et moi, je trouve ça trop bien de dire les choses directement comme ça. Voilà, mais moi-même, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Parce que, bon, dire à un mec que tu connais depuis 2 mois, si tu veux, on peut vivre ensemble, mais alors je cherche pas la même chose, c'est pas du tout mon style, quoi. Après, voilà, du coup, on s'est retrouvés à habiter ensemble après 2 mois de relation. On ne se connaissait pas, et pour lui, c'était aussi surprenant que pour moi, je pense. Parce que déjà, en Indonésie, normalement, si tu n'es pas marié, c'est vrai. On peut se fréquenter à l'ancienne, mais c'est tout. Donc, habiter ensemble, il l'a caché. Donc là, vous, est-ce qu'il y avait eu du sexe ou pas de sexe? Oui. Oui. Donc là, on met de côté les traditions. Après, il y a les traditions et la réalité. Non, non, mais clairement. Surtout de nos jours. Et j'apprécie que tu nous dises ça ouvertement, justement. Voilà. Et surtout, je pense que... Bref, non, c'est pas propre aux Indonésiens, mais partout dans le monde, voilà, les hormones, on a des envies. Le monde est tel qu'il est, quoi. Ouais, et puis il faut tester avant de... Il y a un moment donné, je sais pas, j'allais dire qu'il doit y avoir une expression qui existe, je ne sais pas c'est quoi, mais voilà. Oui, mais bon, en Indonésie, il y a de tout. Il y en a qui ne testent pas avant, et puis voilà, et bon, bref. Puis il y en a qui testent et puis qui se marient parce qu'ils ont testé. Bon. Et du coup, on habite ensemble. Du coup, ses parents ne savent pas du tout qu'on est ensemble, et encore moins qu'on habite ensemble, fatalement. Et puis finalement, ça a marché. Donc il a dû annoncer la nouvelle à ses parents. Coucou, je suis avec une Belge, une Blanche, et on habite ensemble. Est-ce que tu étais là au moment de l'annonce ou non? Non. Non. Non, non. Il l'a dit d'abord à sa mère, qui, elle, du coup, c'était plus facile. Elle a tout à fait accepté, mais il n'osait pas trop le dire à son père. C'est le père de la famille, quoi, donc l'autorité. Finalement, c'est passé assez bien. Est-ce que tu te souviens du jour où il t'a proposé de rencontrer sa famille? Disons que, comme il était haute coach surfing, j'ai rencontré sa famille avant même qu'on soit quelque chose. Donc, je les avais croisés. Je n'avais pas trouvé son père très accueillant. D'ailleurs, il m'avait fait un peu peur. Et je me suis dit, oh là là, je vais devoir le rencontrer à nouveau. Il va peut-être me détester parce que je suis la belle-fille qui est ensorcelé son fils, je ne sais pas. Oui. Donc voilà. Mais... en fait, c'est parce que je pense que du coup, son fils, j'allais dire, il rentre sur un terrain qu'ils ne connaissent pas. Ah, c'est clair, parce qu'en plus, c'est une famille tout à fait middle class indonésienne. Ce n'est pas des gens qui sont forcément confrontés à beaucoup d'étrangers, etc. Exactement. À part, oui, mon mari qui avait ses coachs surfing, donc ça a été un peu la bousculade dans la famille avec tous ces étrangers qui viennent à la maison, mais ça s'arrêtait là, quoi. Mais je pense que ça ne devait pas être non plus une énorme surprise, parce que si justement il est ouvert à rencontrer autant de monde... Non, tu penses quand même? Oui, et même lui, il disait, je veux pas d'étrangers. Ah, d'accord. Enfin, on était pareils sur ce sujet. Parce qu'en plus, couchsurfing, tu te fais pas vraiment d'argent avec ça. Donc, Ah non, lui, c'était le plaisir. Il était hyper curieux, découvrir les cultures, rencontrer les gens, un peu comme encore toi, mieux, avec le podcast, version face-to-face. Oui, c'est ça. J'ai pas de chambre à nettoyer, moi, ça va. Et donc voilà. J'ai rencontré les parents et ça s'est bien passé, finalement. Donc là, c'était au bout de combien de mois? Pas moi. Approximatif. 6 mois, 6 mois. Time to go home? Yeah? Have a good night. Nada. Je dirais plus ou moins 6 mois. Okay.
Mais je crois que son père, à ce moment-là, ne savait pas vraiment encore qu'on vivait ensemble. Et d'abord, il m'a rencontrée. Oui, il faut y aller étape par étape. Voilà, exactement. Il a annoncé la nouvelle qu'on habitait ensemble. Son père a accepté. C'était un accord tacite, quoi, on va dire. C'était pas la grande joie, mais il n'y avait pas de problème non plus. Donc déjà, très bien, parce que je sais que même intra-indonésien, parfois, être en couple, c'est pas facile. Et alors, habiter ensemble avant le mariage, c'est vraiment pas très acceptable. Même être en couple, il y a des parents qui forcent des gens à se séparer parce que c'est pas la bonne branche de religion, la bonne religion ou le bon milieu social. Enfin bon, il y a quand même beaucoup d'histoires comme ça que j'ai entendues. Donc, ça me surprend pas, ouais. Voilà, après, c'est partout pareil finalement, mais bon. En fait, c'est quand même encore fou de te dire qu'on est dans un monde où les parents, ils pensent qu'ils ont autant de... d'impact, qu'ils pensent d'influence, voilà, c'est le mot. Non, en fait. En Indonésie, si. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quand même pas toujours facile à mes yeux de Belge. Sa relation à la famille est presque aussi importante, entre guillemets, que sa relation à sa femme et sa fille. Ça m'étonne pas. Et donc, parfois, c'est un peu tendu. Ouais. Et je comprends, lui, il est partagé entre tout, et il y a le devoir, il faut subvenir aux besoins de ses parents. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'eux, ils n'ont pas le même... Parce que nous, en Europe... nos parents, ils vont avoir un plan retraite, ils vont avoir des aides de gouvernement, alors qu'ici, ils n'ont pas justement ces aides, donc ils attendent à ce que ce soit les enfants. C'est ça, c'est pour ça qu'ils font beaucoup d'enfants, souvent, c'est pour essayer d'assurer leur vieux jour, notamment, bien sûr, mais voilà. Et donc, il y a ce devoir de s'occuper de ses parents, de subvenir à leurs besoins, d'être pas trop loin. Ça, c'est quelque chose, tu vois, en fait, de rencontrer tout le monde et de me dire à quel point ils se marient jeunes et ils font des enfants et tout le monde le fait. Et en fait, moi, j'arrive là et ils ne comprennent pas que j'ai 39 ans, j'ai toujours pas d'enfant. Mais c'est parce que du coup, en fait, et moi, je me dis, dans ce cas-là, quand je vais être vieille, je suis dans la merde, personne ne s'occupera de moi, c'est mon choix. Ouais. Mais je pense que j'aurai quand même des aides, etc. Mais si j'en ai pas, tant pis, je me démerderai. C'est ça. Mais c'est vrai que pour eux, du coup, c'est même pas une option, en fait. C'est pas une direction, point. Bien que je trouve que ça commence à changer peu. Mais ça va prendre du temps. Voilà, c'est pas facile et ça dépend si tu vis dans la ville ou au village. Enfin, c'est partout pareil, quoi. Et donc voilà, on se fréquente, tout va bien, on vit ensemble, tout va bien. Je suis assez loin de la famille, on vit notre petite vie. Moi, je fais plein de plongées, je vis ma best life. Et puis, Covid arrive. Et là, ça se complique. Du coup, je pouvais plus trop travailler en plongée vu que clairement. il y avait plus de tourisme. Lui, il fait quoi à ce moment-là? Lui, est-ce qu'il avait déjà fini ses études? Oui, il finissait ses études, plus ou moins. Et donc, moi, je me retrouve sans travail. J'avais encore mon visa, mais ça allait se terminer. Et donc, pas de visa, pas d'Indonésie. Je ne pouvais plus rester. Et tu ne peux pas être en visa touristique. Et donc, parce que là, du coup, c'était le centre de plongée qui t'avait fait le visa. Voilà, c'était eux le sponsor pour mon visa et mon permis de travail. Et donc, la question du mariage est arrivée un peu de manière pratico-pratique, notamment, et aussi la pression familiale, surtout de son côté. Tu restes avec une fille depuis longtemps, il faut se marier, là, il est temps. Vous êtes 1 an, 2 ans? Un peu plus d'1 an. Ouais. Mais bon, lui, il était plus assez jeune. Enfin, tu vois, il approchait la trentaine. Moi, j'avais du coup un peu plus que 30 ans. Du coup, on était un peu vieux, quoi. Il était temps. Voilà. Et donc, il mettait un peu la pression. Il y a eu ces histoires de papier et tout, le stress, qu'est-ce qu'on fait? C'est le Covid. Une des solutions, c'est le mariage. Alors, on ne s'est pas du tout marié pour les papiers, mais c'est venu sur le tapis de cette manière aussi. Et donc, là, j'ai été confrontée un peu à « Ouh là là, le mariage, moi qui ne voulais pas me marier, qu'est-ce que je vais faire ?» quoi. Et en même temps, on était très bien ensemble et je ne vois pas pourquoi ça aurait posé un problème. Et puis, le mariage, voilà, finalement... c'est un passage comme un autre et ça se fait et ça se défait, enfin voilà, comme partout. Du coup, je me dis, ok, go, mais je veux que tu me demandes en mariage parce que je veux bien me marier, mais je veux aussi un peu... je veux la romance qui va avec, quoi. C'est ça, un petit peu la romance qui va avec. Et surtout, chez nous, chez eux, c'est pas la même manière de demander en mariage. Déjà, ça se discute et après, tu fais une cérémonie, mais tout le monde sait ce qui se passe. Moi, je dis, non, je veux une surprise avec une bague et surprends-moi, quoi. Je veux pas un truc... Mais voilà. Mais là, l'horloge est en train de tourner vite parce que Covid, lui, ça a tout avancé super vite à ce moment-là. C'est ça, il te reste 4 mois et demi. Et donc finalement, il m'a fait une petite surprise, une petite demande en mariage. Et là, mariage. Il t'a emmené où? Enfin, est-ce que c'était chez vous? Oh non, c'était simple à la maison et tout ça. C'était mignon. Moi, je trouve que, tu sais, parce que moi, je rêve de me marier et d'avoir une demande en mariage. Si mon futur homme m'écoute. Et en fait, je me dis, à la maison,
t'es dans ton cocon. Mais c'est ça. Il n'y a personne, c'est juste toi et lui. Et je trouve ça génial. Voilà. C'est simple et... Et puis aussi, pour lui, faire une demande en mariage, il savait déjà pas trop ce qu'il devait faire, quoi. En plus. J'ai dit, tu demandes à ma pote, là, tu vois, elle est étrangère, elle va pouvoir te guider sur les us et coutumes. Je me dis, si je lui donne la marche à suivre, merci la puis maintenant, on a quoi. Google quand même, ChatGPT. Non, il n'y avait pas ChatGPT à l'époque, mais il y avait quand même de quoi regarder sur Internet. C'est vrai, mais bon. C'est pas le plus technologique non plus. Donc, il était perdu, un peu stressé, en se disant, oh là là, une bague, mais comment je vais faire Ici, tu peux fabriquer. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais. En gros, je sais pas si c'est ce qu'il a fait ou s'il a été dépensé un peu trop d'argent dans une bague, mais... Il l'a fait entre les deux. C'était un magasin de bagues, mais local, mais mignon. Super. Voilà. Et donc, on s'est mariés en février 2021 à Banyuwangi. Mais comme des hindous. Okay. Donc à la balinaise, parce qu'il y a une communauté balinaise à Banyuwangi. Là, j'ai trop envie d'entendre ce que c'est parce que j'arrête pas d'interroger mon chauffeur Poutou montre-moi des photos de ton mariage, comment ça se passe, et il rigole quand je lui pose la question et je lui dis en fait je vois pas ce qu'il y a de drôle, c'est que j'ai envie de savoir comment ça se passe et il ne veut pas me dire. Disons que moi, comme j'ai dû me convertir à l'hindouisme. Donc tu t'es convertie. Voilà, mais tout se faisait le même jour. Ah, parce que le jour du mariage, c'était bon. J'avais l'impression qu'il m'a expliqué parce que, ok, quand on a un enfant à Bali, et corrige-moi si je dis de la merde, mais j'ai l'impression que du coup, les cérémonies ici sont très importantes. Si vous venez à Bali, vous allez vous rendre compte à quel point ils font énormément de cérémonies, c'est quotidien. Et en fait, quand tu as un enfant, c'est vraiment intense parce que du coup, tu as une cérémonie le jour où l'enfant naît, mais après, quand le cordon ombilical tombe, c'est ça. Après jour 3, je crois, jour 7, jour... Puis les 3 mois, et puis mais le 3 mois, c'est le plus important très, parce que très du coup, c'est la important, date où tu es né à Bali, sur le calendrier balinais. Et donc, ce que Poutou m'a expliqué, et il m'a dit, si tu te convertis, du coup, tu dois vivre ces cérémonies-là, et surtout la cérémonie des 3 mois, qui est ta naissance hindoue. Enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais donc, toi, tu n'as pas dû faire ça. Tu as pu tout faire en théorie, tu es censé faire toutes les cérémonies jusqu'à ton mariage pour rattraper le retard. Mais, si j'ai bien compris, parce que ils te disent « Ah, mais oui, mais on fait une cérémonie qui fait tout, mais ce n'est pas vraiment la même chose, mais ça passe. » Et puis là, il y a le Covid, on ne peut pas réunir trop de monde, donc allez. C'est ça. Et donc, j'ai suivi, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et comment ça se passe ? Alors, donc, le mariage, c'est pas du tout comme en Europe. Ça commence pas vers 10h du matin jusqu'à pas d'heure au petit matin. Non, on se lève à 5h du matin. 5h du matin, j'allais dire. Parce que leur cérémonie, en général, commence à 6h le matin. Donc... C'est ça. Et là, j'avais une maquilleuse qui a débarqué. Mais tant mieux, parce qu'après, il fait super chaud, quoi. Oui, de toute façon, il fait super chaud, même à 6h du matin. J'avais déjà très peur de ce qui allait se passer parce que je n'ai rien pu choisir. Donc, c'était le stress. Comment est-ce que je vais être ? Parce que je sais que les mariages balinais, les gens sont très maquillés. Il y a toute une parure, les cheveux. Oui, ils doivent mettre une couronne, là. J'ai vu ça récemment dans un musée, Exactement. Et donc... Est-ce que tu as de la famille, des amis qui ont pu venir ? Non. Non, mais du coup, j'ai réuni quelques amis qui étaient à Bali pendant le Covid. Et mon beau-père voulait absolument un témoin blanc parce qu'il avait peur qu'on croie que c'était un faux mariage parce qu'il n'y avait pas de blanc témoin. Du coup, ça rendait les choses plus... Intéressant. Voilà. Et donc, je me fais maquiller, mais alors, j'ai jamais été maquillée comme ça de ma vie. Tu nous donnes des photos. Ouais. Une couche de maquillage, la couronne dorée, les bijoux de partout. Et, mais genre, ça ne transpire pas ? Si. En plus, il faisait une chaleur. Si, mais du coup, tu te débrouilles. De toute façon, tu es embarqué dans ce truc-là. Et puis, tu as la tenue balinaise, donc la kebaya. C'est tellement beau. Et là, tu as le prêtre. Donc, c'était à la maison de mes beaux-parents. On a tout aménagé, loué une tente, tu sais, que tu mets dans la rue, comme ça. Et tu prépares un buffet. Et voilà, la cérémonie commence. Donc là, c'est tout en indonésien. Mon indonésien était OK, mais pas non plus incroyable. Et comme c'est balinais, il y a du balinais qui s'en mêle. Alors là, on me perd. Donc j'ai dû répéter des phrases et tout ça pour devenir hindou. Et puis je me souviens, je sais pas, tu savais ce qu'elle disait, ces phrases ? Plus ou moins, mais l'idée c'était, genre je rentre dans leur religion et je suis... Mais en même temps, on a envie de leur faire tellement confiance. Et puis finalement, la religion hindoue, c'est quand même une religion très, 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 très complexe. Ouais. Et moi,
j'ai été très curieuse de savoir ce qui s'est passé, surtout en devenant hindoue, au moins un peu savoir ce qui se passait, quelles étaient les cérémonies, elles étaient là pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, quelles offrandes servent à quoi, parce qu'il y a tout un tas d'offrandes sur une table, et il y a des eaux bénites de plusieurs sortes, des couleurs, jaune, rouge, bleu. Mais en fait, personne ne sait plus trop, tu vois, à part les prêtres, et donc finalement, les gens suivent ce qui se passe, quoi. Donc moi, je me suis dit, ok, go with the flow, de toute façon, c'est comme ça, on leur fait confiance, on y va, il va rien se passer. Oui, parce qu'en soi, cette religion, quand tu es converti, on t'oblige à rien après. Tu vois, c'est pas genre, par exemple, la religion islamique où on va t'imposer de ne pas manger du porc, par exemple, ou de peut-être porter un... Après, il y a des degrés. Dans l'hindouisme, il y a quand même toutes les offrandes tous les jours. Donc ça, tu dois faire. Non, mais moi, c'est une famille assez flex. Donc moi, je participe aux grosses cérémonies annuelles, et mon mari d'ailleurs aussi. Et son père est quand même plus dans la religion. Il fait partie de conseils religieux et tout ça à Banyuwangi. Il fait ses offrandes tous les jours, mais il n'est pas aussi in que ce que tu peux voir parfois à Bali, où les gens sont en cérémonie tous les deux jours. Quoi. Bah, même tous les jours, moi je vois ça tous les jours. Mais là en plus, vous, il y a quand même une distance physique entre vous. C'est ça. Donc, mais en même temps, il a de la famille à Bali, parce que son père est d'origine balinaise, et donc on est lié théoriquement au temple de Bali. Parce que c'est là que les ancêtres sont, donc voilà. Mais vu que les parents habitent à Banyuwangi, on a décidé de faire le mariage là-bas. Il y a une communauté hindoue, tout était possible, mais donc on a dû ramener des offrandes de Bali via la famille, parce qu'il fallait que ça vienne et que ce soit béni, je ne sais pas très bien quoi. Donc c'était quand même toute une organisation. Oui, parce que le truc, juste j'ai envie de préciser, parce que moi c'est ce que j'adore dans leur cérémonie et dans ce qu'ils font, c'est que en fait, et encore une fois, corrige-moi si je dis de la merde, c'est que ils voient, il y a trois aspects. Tu as les gens, nous, le présent, qui sommes vivants. Tu as les ancêtres qui sont décédés. Et tu as un peu les esprits, le matériel, parce que pour eux, tout est en vie. C'est ça. Tout a une âme, en fait. Et le but de ces cérémonies quotidiennes qu'ils font, c'est vraiment pour essayer que les trois vivent en harmonie. Et en fait, je trouve ça génial. Bon, après, c'est sûr que c'est un commitment. Je ne sais plus comment on dit en français commitment, mais... Ça demande un temps énorme, ça demande beaucoup de choses et beaucoup d'argent aussi. Et c'est là où je trouve qu'il commence à y avoir un peu des limites, je pense, parce que quand cette religion a été développée, je pense que les besoins économiques et le coût de la vie n'étaient pas le même. Oui, et après, il y a la pression sociale, quoi. Mais clairement. À la base des offrandes, tu fais avec ce que tu peux trouver, ce que tu as et ce que tu es capable d'offrir. Mais évidemment, il y a celui qui aura les plus belles pommes, alors que les pommes ne poussent pas trop ici. Et voilà, il y a le candidaton à son importance. Donc voilà, ça joue aussi. Mais donc du coup, pardon, on revient sur ton mariage, c'est ça l'important. Ah oui. On a complètement dévié. Donc le mariage commence à 5h du mat, il y a cette cérémonie d'abord pour devenir hindou, une fois que je suis hindou, on passe au mariage, et donc tu sais, tu as toutes ces petites cloches qui sonnent, comme tu entends à Bali, ding, 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 ding. Et voilà, tu es immergé dans cette ambiance, les gens qui parlent au malinais, des encens qui s'allument de partout, cette table full d'offrandes en tout genre, et après on te bénit avec plusieurs eaux, on te met... une petite feuille de bananier, je pense, autour de la tête. Donc, tu as l'impression d'avoir une petite couronne en plus. Enfin, voilà, c'était assez intéressant. Moi, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Je me suis dit, bon, on verra. De toute façon, personne ne sait m'expliquer. Donc, j'ai lâché prise. Trop bien. Et puis, tout d'un coup, voilà, tu es mariée. Donc, il y a des invités. Il y a une bague et tout Oui, on a une bague. Alors, elle est à la main droite. Oui, parce que la main droite, c'est pour manger, la main gauche, c'est pour s'essuyer le cul. C'est pour s'essuyer, c'est ça. Donc, surtout pas la main gauche, c'est surprenant, parce que nous, on a l'habitude de la mettre sur la main gauche, le cœur, tout ça, donc main droite. Donc, on a notre alliance, on est mariés. Il est, je ne sais pas, 10h30 du matin, il y a des invités, ils vont, ils viennent. C'est passé vite. Il y a le petit buffet, ils prennent à manger, ils mangent, ils sont là, allez, ciao, merci, c'était sympa. Et voilà, et donc à 13h, tout le monde est parti, c'est fini, et t'es là, je suis mariée. Il fait trop chaud. Ça, c'est clair, et puis t'es KO parce que t'as à peine dormi et que t'as toute cette tenue, le maquillage. En plus, t'avais des photographes, on a dû faire un shooting photo à l'indonésienne, donc je sais pas si t'as vu, mais les Indonésiens adorent prendre des photos. Et donc, ils prennent beaucoup de photos. Collés à leur téléphone, moi, c'est un truc qui vraiment m'a surprise en venant ici. C'est clair. Je suis même obligée de dire à Poutou des fois, arrête de m'écrire parce que, en fait, j'ai pas envie d'être collée à mon téléphone. C'est clair. Et donc, j'ai fait un shooting incroyable avec des photographes qui disent, mets ta main comme ça, ta tête. Enfin, voilà, c'était très précis. Tu diriges. Et donc, j'ai un album photo de mariage assez incroyable. On pourra mettre quelques photos sur Instagram. Oui. Et donc, voilà, 13h, le mariage est fini et c'est fini. Donc, c'est un peu spécial parce que t'es là, bon, bah voilà, je suis mariée, il n'y a plus personne. Yay!
Mais tu vas pouvoir rester du coup. Ah Maintenant, oui, on oui. attaque les papiers d'immigration. Oui, c'est ça, c'est pas encore gagné, hein, parce que l'immigration, c'est quelque chose, la bureaucratie, Voilà. les papiers, il y en a. Partout dans le monde. Donc, je C'est ne pas ça. imaginer ici. Voilà, et puis il faut aussi les faire légaliser et tout ça avec la Belgique, donc ça fait un peu double peine. À l'époque, vous pouviez avoir la double citoyenneté? Parce que ça a changé, non? Non, on peut toujours pas. C'est vrai? je Donc pensais j'ai que une ça avait changé. résidence permanente pour 5 ans, là, donc c'est pas si Ok. permanent, mais voilà. La double citoyenneté est acceptée seulement pour les enfants nés d'un mariage mixte jusqu'à leurs 18 ans plus 3. Quoi? Donc à 18 ans, tu as 3 ans pour choisir si tu veux rester indonésien ou... Mais what the fuck? Ouais. Et Belgique, il faut se réveiller là. Ah non, c'est l'Indonésie. Ah non, attends. Non, L'Indonésie c'est refuse la double. Ah, j'ai cru que tu disais la Belgique. Non, la Belgique... C'est pour ça que je te disais, je pensais que parce qu'il y a eu ça en Belgique il y a 10-15 ans, je crois. Mais il y a eu un switch. Ah voilà. Ouais, j'avais suivi parce que j'avais un pote belge au Canada Ok. qui allait se marier avec une Canadienne. Mais il y a eu le switch justement qui s'est fait. Et donc c'est en Indonésie. Bon, merde. Ouais, du coup, voilà. Bon, après, maintenant, en tant que femme d'Indonésien, c'est assez facile d'avoir ton permis de résidence qui ne te permet pas de travailler, mais qui te permet de résider. Et vu que je suis une femme et que mon mari est un homme, c'est à lui d'entretenir le ménage. Donc, bon, bah voilà. Donc tu ne travailles pas. Voilà. Bah, on a construit une petite guest house à Banyuwangi et voilà. Oui, d'ailleurs, on va faire une petite pub pour ta guest house. Parce que moi, je l'ai raté. Du coup, tu m'as contacté trop tard. J'avais déjà Ouais. tout booké. Mais du coup, vous allez à Bali. Il faut aller au Mont Ijen. Enfin, moi, j'ai adoré. Même si il y a... Moi, je trouve que c'est incroyable comme C'est volcan. incroyable. Mais après, c'est vrai que je trouve qu'il faudrait que le gouvernement fasse quelque chose Ouais. par rapport à la quantité de touristes. Mais c'est une randonnée. Bon, moi, je suis allée voir les Flammes Bleues, du coup. Donc, tu commences à 2h du matin. Tu randonnes pendant quelques heures. Ça monte pas mal. Ensuite, tu descends. Enfin, c'est à couper le souffle. Et puis, quand tu arrives en haut du Mont Ijen, après avoir vu les Flammes Bleues et que tu as le lever de soleil, c'est Incroyable. juste incroyable. Et je crois que Pékin Express, ils y sont allés. Je pense, ouais. Je crois. Oui, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Voilà, Ouais. parce que j'ai le souvenir d'avoir vu ça dans Pékin Express. Grosse fan, c'est moi. et donc, du coup, ouais, c'est juste magnifique ça à faire. Et c'est vrai que moi, du coup, en plus, on a réservé une nuit près du Mont Ijen, mais du coup, on partait faire la rando. Le lendemain, on partait à Bali. Et j'étais dégoûtée de ne pas pouvoir être restée, en fait. Donc, si vous faites ça, Restez. restez au moins 2-3 nuits, parce qu'en plus, vous allez faire une rando à 2h du matin. Donc, comment vous dire que déjà, la première nuit, vous ne dormez pas. Deuxième nuit, tu rattrapes le sommeil. Et il faut rester une troisième nuit pour pouvoir profiter. En plus, c'est ça. facile de louer un scooter et puis de pouvoir se balader. Donc, tu me donneras le lien ou je sais Oui. pas comment, WhatsApp, Oui, l'Instagram. voilà, ou Instagram, peu importe. On mettra dans la description de l'épisode. Et pour ceux qui veulent vous contacter, N'hésitez eh ben, pas. ça sera super, parce que c'est vraiment un truc à faire. Et puis, comme c'est assez accessible depuis Bali, parce que je crois qu'il y a même des chauffeurs qui emmènent Oui, directement. il y a des gens qui font le trip depuis Bali Exactement. directement. Donc, c'est assez facile, c'est pas très cher non plus. Non, et puis c'est accessible à tous. La rando est pas très dure, quoi. Enfin, c'est pas... Oh, un peu quand même. Oui, le truc, mais c'est je veux qu'elle est dire, pour dure. un volcan, l'image qu'on s'en fait au départ. Bah moi, c'est Au quand même, final, j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 3 des volcans, ça a Ouais. quand même été le plus intense pour moi en tout cas. Bon, ce qui Ok. est plus facile, c'est que du coup, t'es pas dans le sable noir qui peut être un C'est peu, ça. qui t'enfonce, etc. C'est vraiment un propre chemin. Et ce qu'ils font aujourd'hui pour tous nos amis chinois qui adorent y aller, faire des photos Instagrammables, Oui, c'est les qu'ils ont petits ce qu'ils chariots. appellent, les petits chariots, qu'ils appellent ça des Lamborghini. Donc, Exactement. on a des Indonésiens qui sont là avec des chariots, ils peuvent vous monter en chariot, vous descendre au chariot. Donc je trouve ça très bien pour les personnes qui ont un problème, handicap ou autre. Mais bon, c'est vrai que du coup, j'ai vu beaucoup de Chinois se faire prendre dans les Lamborghini. Mais cela étant dit, c'est vrai que c'est quelque chose à faire. C'est incroyable, c'est vraiment magnifique, ça m'a coupé le souffle. Oui. Moi, je l'ai plein d'aspects. fait du coup 6 fois en étant là-bas. Au début, 6 pendant fois. 6 mois, je me suis dit, allez, une fois par mois pour voir s'il y a vraiment des différences ou pas. Je sais pas, de mois en mois avec les saisons, la météo, tout ça. Moi, tu sais, le truc qui m'est arrivé quand je suis arrivée, là, on arrive à 1h30 du matin sur le parking, je me rends compte que j'ai pas de paire de chaussettes. Putain, la con. Je pensais que j'avais laissé ma paire de chaussettes spéciales randonnée dans mes chaussures de randonnée. Bah non, j'ai décidé de les mettre dans mon sac qui sont maintenant à l'hôtel. Et je demande à mon guide, est-ce que tu crois que je peux acheter une paire de chaussettes ici? Il me dit, mais non, tu pourras pas. J'étais, ouais, putain, ça craint de devoir faire la rando sans chaussettes. Et là, je lui dis, ouais, non, franchement, j'ai trop espoir, je vais trouver des chaussettes. Et là, tu as quelqu'un qui arrive, parce qu'on te vend des choses, hein, des lampes torches, des bonnets, des écharpes. Et là, je lui dis, t'as pas des chaussettes? Mais bien sûr que si, j'ai des chaussettes. Je les ai certainement surpayées 25 000, mais j'en ai rien à péter. J'ai des chaussettes qui étaient nulles, mais ça m'a permis de monter. J'étais trop contente. Trop bien. Donc, ouais, j'ai même loué des bâtons. Ah ouais. C'est super organisé, je trouve, justement, d'avoir... Et puis, bon,
Bon, une paire de chaussettes à 25 000, je sais pas, ça doit faire 2 €, un truc comme ça. Même pas. Même pas, non, ça fait... Attends, parce que 19 100 000, c'est 5 €. Oui, c'est 50 000, c'est 2,50 €. Voilà. Ouais, donc ça fait un truc 1 €. Donc lui, il m'a certainement survendu le truc. C'est Moi, ça. je suis refaite, j'ai des chaussettes. Tout le monde est refait. J'ai des bâtons. Le mec, je me dis des choses que jamais de tolérante parce qu'ils sont trop bêtes, des bâtons. Mais du coup, en plus, ouais, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça te permet de pas devoir transporter tout ce surplus de matériel que tu vas peut-être utiliser qu'une seule fois. Ouais. Donc pour ceux qui voyagent en backpack, c'est quand même Oui, cool. quand bien même, tu n'as pas du tout prévu de faire un volcan. C'est En ça. ville, tu peux louer une veste, un pantalon, Mais des oui, tout. chaussures, tu peux tout louer. Tout louer. Ouais. Non, Donc c'est ça, trop bien. C'est trop bien. Mhm. Bon, bah, trop chouette. Donc, du coup, là, vous êtes mariés, tu commences les papiers d'immigration, blablabla. Voilà. Tu tombes enceinte. Non, on s'est dit mariage, moi je veux un voyage de noces. Ah, bah oui. C'est pas du tout très commun ici, mais j'étais là, vas-y, Covid, tu travailles pas, je travaille pas, go! Et donc avec mes idées de voyageuse, je fais, mais viens, c'est Covid, c'est génial, on n'a pas toutes les restrictions qu'il peut y avoir en Europe ouais. et tout. Donc on a fait une petite liste de mariage et tout, parce qu'en Europe tout le monde demande et tout. J'ai quand même fait mon mariage filmé en direct via la GoPro, comme ça oui. la Belgique et tout pouvait suivre à distance, donc c'était trop mignon. Parce que tu as quand même gens... encore des relations avec les personnes en Belgique? Oui. Ouais. Oui, bah, mes amis proches, et puis j'ai une demi-sœur et sa maman dont je suis très proche, et donc c'est un peu la famille, la micro-famille belge. Ouais. Et donc ils m'ont suivi en direct, ils se sont levés les pauvres à 5 h du matin Avec le décalage horaire. avec le décalage horaire, et ils m'ont suivi à la Oh. cérémonie, donc trop chou. Ça m'a fait trop plaisir, et on avait fait cette petite liste, et on a reçu notamment un scooter qui allait nous servir à voyager pendant quelques mois en Indonésie. On a fait un petit touring en amoureux en Indo. Trop Donc bien. on a traversé tout Java, Bali, Lombok, Sumbawa, jusque Flores, en scoot, au gré Trop du bien. vent. Ouais, puis en plus, là, tu peux t'arrêter où tu veux pour louer des guest house, à mon C'est avis. ça. Enfin, ils appellent ça homestay ici. Oui, c'est la même chose, ouais. Et t'avais des bons prix, fatalement c'était Covid. Mhm. Tous les lieux plus touristiques, il n'y avait personne, donc tu avais ce Wow. luxe incroyable de, je sais pas, avoir des cascades, des volcans, des plages désertes, Trop bien. juste pour toi, quoi. Donc ça, c'était trop chouette, on a vraiment bien profité. Du coup, on a voyagé pendant un peu plus de 4 mois. Bonne lune de miel. C'est ça, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, Bah oui. Covid, on ne sait pas ce qui va se passer de toute façon, C'est donc clair. allons-y, quoi. Donc on a fait ça, c'était génial, on a trop profité. Il a dû revenir pour commencer à travailler parce que lui, du coup, la vie normale continuait quand même pour les Indonésiens. Hors tourisme, il se passait plein de choses. Et moi, je suis allée faire de la plongée pendant 10 jours sur un bateau que j'ai réussi à négocier à bas prix à Sulawesi. Et donc c'était génial, c'était un peu ma cherry on the cake. Mhm. Et je suis revenue, retrouvailles de folie, enceinte. Donc là, tu l'apprends? Non, Après, une juste semaine après. après, ouais, voilà, Ouais. je me dis, c'est pas normal, il se passe un truc, je sens des choses dans mon corps, c'est pas normal, quoi. Et bingo, j'étais enceinte. Alors là, ça a été encore une étape. Est-ce que vous aviez déjà eu des conversations sur est-ce que... Oui. Ouais. Bah, avant de se marier, on a quand même abordé le sujet. Ouais, Je parce que trouvais pour ça lui, c'est un peu important. une Bah, finalité. C'est ça, c'est important, et puis c'est un peu la norme. Moi, j'ai jamais rêvé ni de me marier ni d'avoir d'enfants, mais je m'étais dit, bon, je conçois que ce soit important pour toi. Je veux pas d'enfants, mais je suis pas non plus contre l'idée. C'est pas du tout mon rêve, mais je comprends, et je me dis, si avec le recul, je dois regarder ma vie à 80 ans, j'ai l'impression qu'un enfant n'aurait pas été anormal. Enfin voilà, c'était Ouais. ça. J'étais ni pour ni contre, mais j'avais pas vraiment d'envie réelle d'enfant comme certains peuvent avoir. Et voilà. Mais je m'attendais pas du tout à être enceinte. Oui, et du puis coup, là, quand tu l'apprends, ta réaction, c'est quoi? Tu Ah bah pleures, j'ai tu pleuré cries, pendant ouais. une semaine. C'était la fin du monde. Bah oui, en plus, le changement d'hormones et tout. Ah bah oui, et puis la surprise totale, c'est Ouais. ok, je savais qu'il y avait un risque, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive aussi vite là comme ça. Et donc là, mon monde s'est un peu effondré, en même temps j'étais triste parce que mon mari qui lui a toujours voulu un enfant, bah voilà, il était trop content. Mais moi, j'arrivais pas à partager cette joie. En même temps, si, c'était bien, parce que c'est vrai que c'est bien d'être enceinte, il y a des gens qui galèrent et tout. Donc oui, c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, mais il faut Oui, le t'étais temps juste pas prête psychologiquement. c'est ça, de ouais. digérer et d'accepter et d'imaginer cette nouvelle vie en disant, je peux pas reculer, quoi. L'avortement, c'est pas une option ici, même Ouais. si, voilà. Non, puis en plus, là, tu viens de vivre ta best life pendant 5 C'est mois. ça, là, j'atterris et bam Et je me dis, le destin a fait les choses, enfin, tu vois, d'un Non, mais c'est côté. Et donc, me voilà enceinte.
Et donc, grossesse en Indonésie, accouchement en Indonésie. Je me dis, oh là là, les soins de santé en Indonésie, bon, ça va, mais je sais pas, après des accouchements, tout le monde accouche, donc quand même un petit stress, quoi. Ouais, parce que là, comment ça se passe? Tu te fais suivre par quelqu'un qui parle anglais? Oui. Ouais. Oui, voilà, donc quand je cherchais, tu sais, les groupes Facebook d'expats et tout, j'ai fait des recherches en long, large et travers. Et en fait, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui sont enceintes, qui accouchent, et ça se passe très bien. Et donc, j'ai quelques noms, je teste un gynéco au hasard. Est-ce que tu t'entoures aussi peut-être d'expats qui ont vécu une grossesse ici à Bali, non? Non, pas du tout. En plus, pendant Covid, la majorité de mes amis de l'époque sont partis. Fatalement, c'est Covid, ils sont étrangers, il n'y a plus vraiment de boulot, je travaille dans le tourisme. Tout change un peu, l'environnement et tout. On est en attente, il y a des gens qui sont coincés à l'étranger, qui voulaient revenir mais qui ne peuvent pas. Et donc, je me retrouve un peu seule face à cette grossesse. Heureusement, le podcast Bliss existe déjà, je crois. Exactement. Et mon mari qui est adorable et qui m'a soutenue à fond. Et puis mes amis en Belgique, évidemment, moi j'ai été enceinte plus âgée, entre guillemets. J'avais 34 ans. Du coup, mes copines, elles avaient toutes déjà 2 enfants. Donc, je pouvais poser mes questions au monde entier. Tout le monde était là, quoi. Donc, finalement, ça s'est très bien passé. J'ai accouché à Bali, ça s'est très bien passé. Mais s'il y a quelqu'un aujourd'hui, s'il y a une femme qui nous écoute et elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte, qu'elle est à l'étranger, loin de tout le monde. Alors là, zéro inquiétude. Ouais. Franchement, moi, je pense même que mon suivi a été meilleur que ce que j'aurais eu en Belgique. C'est vrai. J'entends quand même beaucoup d'histoires où les gens ne sont pas très bien accueillis parce que ces infirmiers, ces gens du domaine médical sont un peu surmenés en Europe et en Belgique aussi. Et donc, les contacts sont peut-être parfois un peu plus brutaux, directs. Tu passes à la chaîne parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, alors qu'ici, la santé, c'est très cher. Donc, j'étais assurée, tout allait bien à ce côté-là. Et du coup, tu payes, mais tu as le service qui va avec. Les gens sont adorables. Je sais pas, mon gyné, tu avais toujours une armée de petites infirmières et puis le gyné avec son harem, tu vois, lui il fait son truc, mais tu es toujours hyper entourée. Si tu as des questions, elle te chouchoute, tu es hyper respectée. Oui, puis moi, ce qu'on m'avait dit aussi, au-delà même, déjà que les soins de santé, ils sont meilleurs. Et encore une fois, on parle de Bali, là. On parle de Bali. Ouais. Et encore une fois, aussi, j'ai pas envie de dire que la France, l'Europe, c'est mal. On sait que tout est une question de coût et tout est une question de moyens. Donc, on reprocherait à personne. Mais aussi, le fait de faire un enfant quand tu es loin un peu de ton entourage, c'est que du coup, ça te permet d'être vraiment, toi, centré sur ton enfant et ton mari. Et pas de pression. Ouais. Personne ne te dit comment élever ton enfant. Exactement. Il n'y a pas de famille, de copains, de ci, de là. Il faudrait faire ci, il faudrait faire là, pas ci, pas là. Non, là, tu vis ton truc toute seule. Et les médecins ici, tu fais tes visites, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'impact réel. Tu vis ta best life. Franchement, ça, j'ai trouvé que c'était une chance au final de pouvoir être totalement moi-même dans mon aventure en ne sachant pas, poser mes questions si j'ai besoin, mais pas du tout de pression. Pareil pour le mariage, même si j'étais triste de ne pas avoir mes proches autour de moi, au final, j'ai fait mon truc et tu n'as pas l'impression d'avoir la pression de quelle robe, quelle venue, je sais pas, buffet ou peu importe. Tu fais ton truc et puis voilà, quoi. Et donc ça, je trouve ça chouette. Et accoucher à Bali, franchement, ça fait peur dans l'idée, mais dans les faits, c'est très très bien. Puis des accouchements, je veux dire, les Indonésiens, ils font beaucoup d'enfants. Ils font plus d'enfants. Donc les médecins sont rodés. Ouais. Et franchement, ça se passe très bien. Moi, je trouve que t'es cool, t'es beaucoup plus en paix. Ta chambre d'hôpital, t'as l'impression d'être à l'hôtel. Est-ce que ça sent l'encens? Moi, j'adore l'odeur de l'encens ici à Bali. Non, ça sent pas l'encens, mais ma chambre était incroyable. J'avais la chambre, tu sais, lit d'hôpital, et j'avais une deuxième chambre avec un salon, un énorme sofa, une télé, un petit bar, un frigo, enfin un appartement, quoi. Waouh. Donc c'est trop chouette, parce qu'en Indo, t'as toute la famille qui vient normalement, donc t'as beaucoup de gens et il faut de l'espace pour accueillir tout ce monde. Et donc ils font 2 pièces, donc comme ça, si t'as envie de te reposer, t'es tranquille. Et la famille, elle est contente, elle est là, elle est présente, tout le monde est content. Et donc, parce que t'as eu un deuxième enfant? Non. Non, juste un. Donc là, t'as eu un, c'est bien, tout le monde est content. Mon beau-père me met la pression pour un deuxième, mais... Mais le beau-père, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un garçon, bien sûr. Oh là là. Comment elle s'appelle ta petite fille? Nina. Donc t'as pas eu besoin de l'appeler ni Wayan ni Poutou? Non, ça va. Non, j'ai pas eu besoin de l'appeler. Après, on savait pas trop quoi faire avec les prénoms, parce que déjà, il y a la religion hindoue, la relation à Java et la culture javanaise.
Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit mix de tout. On prend un prénom neutre qui passe dans toutes les langues. Et pour les noms de famille, je me suis dit avoir un nom à consonance étrangère, ça peut lui servir. Donc on garde le mien, on met un bout du sien. Génial. Et voilà, on a fait une soupe et c'est parfait. Ouais, trop bien. Puis en plus, Nina, c'est tellement un beau prénom. Oh oui, j'adore. c'est trop chou, Ouais. j'adore. Et donc voilà, Elle a quel âge? 3 ans. Quelle langue elle parle? Eh ben, sa première langue, c'est l'indonésien. Mais je lui parle en français, je tiens bon. Donc elle comprend parfaitement le français. Elle parle français un peu, mais avec un accent incroyable. On dirait une créole. J'adore. Et maintenant, je l'ai mis dans un playgroup, une petite école maternelle pour qu'elle socialise un peu. Et elle apprend l'anglais du coup. Quelle Pour le vie. moment, c'est cool. Ouais, elle va être trilingue parfaite, ça va être incroyable. Est-ce que avec ton mari, est-ce que vous parlez peut-être un jour retourner en Belgique? Non, j'hésite à devenir indonésienne même. Et non, en Belgique, moi, j'ai pas vraiment l'envie. Alors, je sais que beaucoup de gens reviennent à cause des enfants, enfin, ou pour les enfants, je sais pas, mais les frais médicaux, les frais scolaires, ici, c'est vraiment très cher. Oui. Donc, si tu as un enfant, ça va encore, mais 2, 3 enfants, évidemment, tu multiplies, donc ça peut jouer dans la balance. Après, moi, je me dis, je vois pas ce que mon mari pourrait faire en Belgique de vraiment Et ouais, et puis en riche plus- pour lui, quoi. Ouais, riche pour lui. Et puis, enfin, je pense que La d'avoir langue. grandi, il a plus de 30 ans aujourd'hui, Ouais. dans un pays chaud, etc. Et là, tu te retrouves dans un pays, enfin, où même la météo, elle est complètement différente. Et puis La culture, langue, la langue. culture. Et ok, il a étudié le droit, donc il a un beau diplôme, mais bon, en Belgique, ça vaudra pas grand-chose. Donc, il adore son boulot maintenant. Enfin, ce serait vraiment lui enlever Ouais. du bonheur pour aller en Belgique. Et moi, Et ça toi, m'en ça apporte pas t'attire forcément pas, non C'est plus. clair. Lui, il est quand même très attaché à sa patrie. L'Indonésie, c'est important. Donc, aller en vacances, voyager, pas de problème. Mais de là à s'expatrier, je pense que ce serait vraiment difficile pour lui. Mhm. Je disais ça plus par rapport au fait que du coup, ça coûterait moins cher en termes de scolarité, etc. Oui. Mais Après, de la faire au sacrifice. pour le moment, j'arrive à payer et à suivre. Et après, je me dis, au pire, elle ira en école indonésienne. Et c'est pas si grave, en fait. Il faut Clairement. vraiment ouvrir son esprit là-dessus. C'est difficile, hein, pour moi en tout cas. Mais C'est mon voisin. bonsoir. Lynn. Ça va bien? Ça va? Bah oui, très bien. Et toi? This is Sophie. Hi, nice to meet you. I'm off out to eat now. Are you going by yourself? Yes. So we are recording a podcast. So now I think we so. just caught your voice. I think so. I think I'm going. Oh my lord! Oh, you're all mic'd up, ready for. Oh. I'm She has a becoming beautiful famous. The story. cameras. No, podcast is only. Take one. Act one. Take one. This is Ian, 70 years old. He doesn't know podcast is only audio and no video. Dinosaur. It's okay. Technophobe. Dinosaur. Right. I'll see you tomorrow then. Well, See you in the morning. Say goodbyes. Yep. Suitcase And he's my suitcase carrier. I'm a storage man. I'm It's a the storage. I leave my suitcase with him. Oh, Man. lucky. Left luggage office. See you, Enjoy the enjoy. Greek. Mais du coup, ouais, ça c'est In. Et enfin, il est trop drôle parce que Il du est coup, gentil comme tout, lui. il est adorable. Ah oui. Et en fait, il a une histoire assez triste où sa femme l'a trompé alors que bah voilà, il méritait pas ça et ça l'a un peu détruit, on va dire. Bref. Et maintenant, il vit ici. Donc voilà, t'as rencontré In. Du coup, t'as ta petite famille ici, quoi. Oui, voilà. Mais même, enfin, tu vois, de l'avoir lui, c'est trop chouette, tu vois, parce Ouais. qu'il est cool. Et là, ce matin, je te dis, ouais, il est venu là et on a papoté Trop ensemble. chou. Bref, du coup, il nous a coupé. On en était. On parlait de. Bah, que du coup, vous n'allez pas aller en Belgique. Les enfants vivre en Belgique. Est-ce qu'on ira en Belgique? Bah non. C'est ça la conclusion. C'est Non. ça la conclusion. C'est pas du tout sur le tapis. Et puis comme je pense devenir indonésienne, c'est encore moins sur le tapis. Voilà. Voilà. Et là, du coup, c'est trop chouette parce que tu as pu venir ici prendre l'apéro. Donc, est-ce que c'est lui qui s'occupe de Nina? Ah ben, on a la chance d'avoir une nanny. Ah. Ça, c'est l'avantage de l'Indonésie. Alors oui, tout est cher, mais pas les que. nannies. Et les nannies, on peut se permettre d'avoir une nanny. Et de toute façon, on n'a pas le choix. L'école ici se finit à midi, Ok. voire 14 heures. Mais bon, c'est pas toujours faisable avec des horaires de gens qui travaillent. Et donc, une nanny est nécessaire. Et quelle déesse! On s'entend vraiment bien. On la connaissait pas. Ça, c'est quand même assez drôle comme histoire. C'est que donc, mon mari allait à la salle de sport. Et tu sais, il y a les petits vendeurs de rue qui vendent des petits jus, des petits... Et cette vendeuse a dit « Ah, mais ta femme est enceinte. Moi, j'ai une copine qui est nanny, si tu veux. »
Enfin, tu vois, voilà, à l'Indo. Donc on s'est dit, on verra plus tard, Et quand il est revenu plus tard, c'était plus la même nana qui tenait le stand, mais elle aussi avait évidemment une amie qui était Nani. On a dit, ok, on peut la rencontrer, mais bon, on verra quoi, ça n'est aucune garantie. Et l'histoire a fait que cette dame vient de Banyuwangi aussi. Mais non. Et elle était à Banyuwangi à ce moment-là, et donc on lui a dit, écoute, si tu veux venir faire une interview à Bali, viens. Mais ça ne veut pas dire que tu vas travailler pour nous non plus, parce que c'est quand même tout un trajet, ça va lui prendre 6-7 heures de venir ici, ça a un petit coût, enfin voilà. Nous, on ne veut pas s'engager sans n'avoir jamais vu cette personne qui est Nani à l'Indo, tu vois, elle a déjà fait, mais on ne sait pas ce qu'elle fait, elle est, voilà. Et donc on l'a rencontrée, et on a dit, ok, on teste 2 semaines, et on en reparle dans 15 jours, parce que là, du coup, on restait à la maison, on la surveillait, on cachait, parce que du coup, elle ouvrait toutes les portes. Non, elle ne vit pas chez nous. Mais bon, elle s'occupe quand même de notre fille. À l'époque, ma fille avait 3 mois, donc elle était petite. Et tu te dis, c'est une inconnue totale. Donc on était là, on a pris sa carte d'identité, on a essayé de sécuriser le truc comme on pouvait, mais bon, tu sais, voilà, on peut jamais savoir. Et finalement, incroyable, gros coup de cœur, elle est vraiment adorable. Et donc là, ça fait 3 ans qu'elle s'occupe d'elle ? Ouais. Waouh! Ouais, ça fait 3 ans qu'elle s'occupe d'elle et en plus à un moment on a fait beaucoup de trajets entre Bali et Java pour le boulot de mon mari, donc je l'ai suivie, on faisait 2 semaines, elle nous suivait aussi. Mais génial. Vu qu'elle vient de là-bas, c'était bien pour elle aussi, en plus elle a des enfants, du coup ses enfants sont à Java, donc elle pouvait avoir ses enfants, donc c'était win-win pour tout le monde. Et maintenant elle fait un peu partie de la famille, c'est clair quoi. Ouais, ça c'est génial, avoir une nanny, ça permet aussi de garder un équilibre. Moi qui adore la liberté, je peux aller jouer au badminton 2 fois par semaine, voir les copines un soir par-ci par-là, avoir un date avec mon mari, sans tracas. On est même parti à l'étranger. Mais du coup, est-ce qu'elle a un mari ici ou non? Ah bah elle est veuve. Voilà, c'est notre chance entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça, mais du coup elle est beaucoup plus dispo. Et puis elle a 2 enfants, mais donc un qui est grand qui a commencé à travailler, un qui est plus jeune et qui est à Java, donc musulman. Et tu sais, il y a des internats pour musulmans où ils apprennent. Du coup ils sont à l'école plus internat religieux et du coup ils apprennent le Coran et tout, éducation religieuse plus. Si, ils apprennent le Coran par cœur et tout, c'est assez... intense. C'est quelque chose. Je ne suis pas de jugement là-dessus, mais étudier le Coran par cœur en arabe, c'est quand même quelque chose, ils parlent pas arabe. Étudier n'importe quoi, un livre par cœur. Exactement, et donc tu sais leur niveau selon le nombre de... Est-ce que c'est des chapitres, lettres, sourates, je ne sais pas comment... Sourates, non, je crois qu'on dit en français. Qui connaissent par cœur. Ça m'impressionne beaucoup. Ouais, c'est clair. Et donc, comme son fils est dans cette école-là, il est tout le temps occupé à étudier la religion, donc elle ne le voit pas souvent. Donc, chance entre guillemets pour nous, c'est qu'elle est très dispo. Comme quoi la vie est bien faite. Voilà. Faite de hasard. Et coup de cœur, ma fille s'entend hyper bien avec elle, nous on s'entend hyper bien, on connaît sa famille, tout le monde se connaît. Et voilà, c'est un peu... Et elle nous permet que tu sois là ce soir. Exactement, et ça, c'est la classe. Trop bien. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter avant que je te pose ma petite question finale signature du podcast? Je sais pas, non. Moi, je dis aux gens qui ont peur de partir à l'étranger qu'il faut y aller parce que la peur n'est pas une bonne raison et que de toute façon, si ça ne va pas, on peut toujours revenir et c'est pas grave. Et voilà, moi, c'est ce que je dirais parce que beaucoup de gens rêvent... ou disent que les gens ont beaucoup de chance de vivre à l'étranger. Alors oui, on a de la chance parce qu'on est blanc, on a une meilleure situation, on a ci, on a là, on a le passeport, tout ce que tu veux. Ok, mais on se lance aussi et tout le monde peut le faire. Si en tout cas la pensée peut être là, on peut le faire et il y a moyen. Et je connais aussi beaucoup d'Indonésiens qui ont réussi à s'expatrier. Tu le sais, toi sur tes bateaux. C'est faisable aussi d'une autre manière, mais ça se fait. Ça se fait. Et au final, c'est vraiment souvent une expérience incroyable, je pense. Si ça va pas, on rentre et puis c'est tout. C'est pas grave. Oui, clairement. Bon, toi, tu rentreras pas, mais... Voilà. Mais par rapport aussi au fait, avant que je te pose ma dernière question, mais parce que là, comme je vais faire en plus ma petite série spéciale Love Story, etc., quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui, par exemple, commence une relation avec quelqu'un d'une culture différente, parce que tu as dû faire preuve de résilience, j'imagine. Est-ce que tu auras un petit conseil à donner à cette personne Il faut communiquer dès le début, dire quelles sont nos attentes de chaque côté. Et peut-être ses limites aussi. Ses limites et expliquer les standards de notre culture parce qu'on n'a pas les mêmes. Et donc, je pense que ça, c'est important. Avec mon mari, on parle beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'était arrivé quand j'avais commencé à dater un Américain par rapport aux relations exclusives. Par exemple, nous, en Europe, c'était pas une conversation qu'on avait. Enfin, si tu commences à embrasser ou à coucher avec quelqu'un, c'est évident qu'il va pas voir ailleurs.
Dans d'autres pays, non, c'est pas C'est une clair, évidence. ouais. À partir du moment où tu n'as pas cette conversation d'exclusivité qui Ouais. est pratiquement une demande en fiançailles, j'ai l'impression. C'est vraiment un big deal dans certaines cultures. Et du coup, je trouve que c'est un peu délicat des fois quand tu commences à fréquenter quelqu'un d'une autre culture parce que tu sais pas poser les bonnes questions. Mais aujourd'hui, il y a quand même ChatGPT, il y a Internet, il y a des podcasts. Par exemple, toi là, tu partages ton histoire. Et je pense que c'est vraiment important, ça paraît débile, mais de le taper sur un ordinateur, même quand t'es... Enfin, moi, je me souviens d'avoir fait ça avec mon ex, où il était assis à côté de moi et on a littéralement tapé qu'est-ce c'est que vrai. c'est l'exclusivité. Enfin, vraiment taper. Et là, tu pourrais très bien taper quelles sont les différences entre une culture occidentale et une culture indonésienne. Et je suis sûre que Internet va pouvoir te sortir quelques pistes Oui. de dialogue, en fait, qui Et pourraient être puis intéressantes. maintenant, avec les technologies, il y a aussi des groupes Oui. Facebook ou quoi, avec Et des les couples rencontres, mixtes. oui. Et c'est toujours un peu les mêmes histoires qui reviennent. En Indonésie, tu auras la pression du mariage, des enfants, la question de la fidélité. La question de la fidélité. Oui. Beaucoup d'Indonésiens doivent se marier jeunes. Donc, est-ce que quand tu es marié, tu es considéré comme en couple? C'est un concept bien de chez nous. Mais C'est finalement, eux, quand tu as 18 ans, que tu te retrouves marié parce qu'une nana est tombée enceinte ou que tes parents t'ont un peu poussé, maintenant, tu as, je sais pas, 35 ans, ta vie a beaucoup changé entre tes 18 et 35 ans. Et le divorce n'est pas forcément bien vu. Du coup, il y a une espèce d'acceptation tacite de chacun fait sa vie, mais on se soutient. Enfin, ça dépend un peu, mais... Ouais, mais d'un côté, tu vois, moi, c'est un peu ça que je ressens avec mes collègues indonésiens. C'est que je me dis, ils ont choisi cette vie pas pour rien. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont intégré cette vie jeune, d'autres un peu plus âgés. Et j'imagine que ceux qui sont beaucoup plus âgés, s'ils l'ont intégré, c'est pas pour rien. Parce que je me dis, si tu es vraiment heureux dans ta relation, pourquoi tu partirais aussi loin, aussi longtemps? Et pourquoi... Après, il y a le côté financier, mais bon... Oui, mais au-delà de ça, si tu veux vraiment y arriver financièrement, tu peux trouver des outils. Après, il y en a qui restent, ma famille sera toujours numéro un. Exactement. Mais c'est pas parce que je vais voir ailleurs que je te trompe. Enfin, il y a une Ouais. espèce d'entre-deux comme ça. Non, ça m'intéresse. Voilà, donc je pense, moi je connais des gens qui, déjà en Indonésie, même hors étranger, si tu vis à Bali, tu peux te retrouver à travailler en Papouasie, ce qui est hyper loin. Enfin, c'est comme si tu étais à l'autre bout de l'Europe et tu te vois éventuellement une fois par an si les congés se matchent parce que c'est un gain de travail. Donc, je pense que logiquement aussi parlant, à un moment donné, ta relation, elle est compliquée si tu ne te vois jamais. Clairement. Donc, je comprends y a que des ça besoins, se trompe, voilà. Et puis, les liens qui se tissent, la vie... Et parfois, divorcer est compliqué. Il y en a qui ne divorcent pas, mais qui sont comme s'ils étaient divorcés. Il y en a qui sont mariés. Et en fait, tu ne le sais pas, mais ils sont mariés. Ouais. Et tout d'un coup, tu découvres qu'il y a une femme et un enfant. Tu es là, voilà. Mais c'est des valeurs différentes aussi. Je ne sais pas, voilà, la culture, c'est compliqué. Après, comme on l'a dit, naviguer, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude. Et il faut juste le comprendre. Je pense qu'il faut juste être ouvert par rapport à ça et le comprendre. Et lâcher prise. Lâcher prise, clairement. Super. Écoute, j'ai une dernière question quand même sur toi. Dis-moi. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même au-delà de cette expérience? Il faut suivre son instinct. Ouais. Ouais. T'as rien à perdre à suivre ton instinct. Tu penses que toi, ton instinct, il t'a guidé? Oui. Ouais. Oui. Parce que, tu vois, je te pose la question parce que moi aussi, je suis une grande croyante de l'instinct. Mais mon instinct, je l'ai seulement entendu une fois que j'étais sortie de ma case. Tu sais, la fameuse case métro boulot boulot. C'est ça, boulot c'est dodo. difficile parce que tu as les dictats de la société. Exactement. Et en étant à l'étranger, seul, tu es obligé de suivre ton instinct. Clairement. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien en fait. Ouais. Tu es juste un pion. Et donc si tu suis ton instinct, tout peut bien se passer. On le dit toujours d'ailleurs, les femmes qui voyagent seules, si tu le sens pas, n'y va pas. Mais voilà, c'est la même chose. Tu peux aussi le sentir. Mais ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, ils ne comprennent pas. Enfin, tu sais, quand là, on leur dit « suis ton instinct », ils ne doivent même pas nous comprendre. Moi, si tu m'avais dit ça il y a que 6 ans, Ouais. je t'aurais dit « mais what the fuck ?» En fait, je crois qu'il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour se lancer. Et une fois que tu es parti, tu n'as plus le choix. Il n'y a que ton instinct et toi, de toute façon. Non, ouais. donc, faire confiance. Et voilà. puis, Et en fait, tu te rends compte qu'en te faisant confiance, ça se passe très bien. Écoute, je vais essayer de le dire proprement. Terima kasih. Je l'ai probablement mal dit. Terima kasih. Terima kasih. Il faut le dire ce R ou pas? Oui. Vas-y, dis-le.
Terimakasi. Non, j'arrive pas. Tu peux dire makasi, ça passe aussi. Makassi. Makasi. Makassi. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton partage. Je l'ai complètement mis au fait accompli pour ceux qui sont là jusqu'au bout de l'interview. Elle est venue à la villa, elle m'a proposé de m'emmener au magasin acheter des serviettes et des tampons et acheter l'apéro. Et sur le scooter, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux brancher les micros? Et elle a accepté, donc merci beaucoup. J'ai adoré. Eh ben, écoute, avec J'ai adoré plaisir. ton histoire. Et comme ça, maintenant, la prochaine fois qu'on se verra, ça sera moins Formel. format interview. mais même au-delà de ça, tu vois, c'est ça qui est cool quand même parce que C'était trop chouette. Là, c'était vraiment focus sur toi et c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Voilà, on va pouvoir enlever les micros. Yeah. Bon ben voilà, j'espère que ça t'a plu. Mais oui, il faudra quand même que je nous prenne une photo. Ah bah oui.